7,000 ل 8,000.
Alors, on reprend le cours. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez, oui ou non? Très bien. OK. Donc maintenant, très bien. Alors maintenant, on continue avec les viroses à expression cutanée ou bien les fièvres éruptives. Alors, fièvre éruptive, qui dit fièvre éruptive, c'est-à-dire une fièvre accompagnée d'éruptions cutanées. Donc, dans la majorité des cas, donc c'est des fièvres causées ou bien c'est des fièvres causées par des virus. On va voir quelques éruptions ou bien quelques viroses à expression cutanée. C'est quoi une virose? Comme introduction, donc les viroses sont causées par des virus à l'origine de lésions cutanées qui peuvent être isolées ou bien rentrant dans le cadre d'un syndrome général qui vont causer ces fièvres éruptives. Donc la fièvre éruptive, elle est très fréquente chez les enfants, mais on peut la voir aussi chez les adultes euh, dans certaines conditions. Donc comme vous le savez, la peau constitue une vitrine de l'atteinte interne. À travers la peau, on peut faire des diagnostics cliniques sans recours systématiquement aux examens complémentaires, aux examens biologiques. Donc, c'est des diagnostics, comme on dit, c'est des diagnostics de couloir ou juste à vue d'œil. Pas dans toutes les situations, mais dans la majorité des cas, à travers cette lésion cutanée, je peux constater qu'il y a d'autres problèmes internes. Donc, principalement dans les situations particulières qui sont les viroses. Donc, chez les femmes enceintes, on a quelques cas particuliers. Donc, la virose, quand elle touche la femme enceinte, les nouveau-nés, l'atopique ou bien l'immunodéprimé, ici, le système immunitaire, il est déjà un petit peu défaillant. Donc, on doit faire très attention et on doit bien traiter et suivre notre patient. On va les classer, ces fièvres éruptives, en fonction de l'aspect clinique. Vous avez les éruptions morbilliformes, roséoliformes et les éruptions vésiculeuses. Donc, dans les éruptions morbilliformes, donc, vous allez voir des placards érythémateux un petit peu larges, tels que dans la rougeole ou bien la MNI ou bien les primo-infections ou bien le mégalérythème épidémique. Roséoliforme, donc les plages ou bien l'érythème, il est un peu moins diffus, il est de petite taille, comme dans la rubéole ou bien l'exanthème suivi. Et les éruptions vésiculeuses, donc c'est-à-dire c'est des éruptions qui vont s'accompagner de l'apparition de vésicules comme dans la varicelle ou dans le zona. Et on commencera par l'éruption morbilliforme. L'exemple typique, c'est la rougeole. Donc, l'agent pathogène, c'est le paramyxovirus. L'incubation, elle est courte, de 10 à 15 jours. Cliniquement, ça va toucher les enfants de 3 à 7 ans qui va réaliser une triade un petit peu. On va voir une phase pré-éruptive après l'apparition de l'éruption elle-même. La phase pré-éruptive, elle va être caractérisée par quoi? L'apparition d'un catarrhe oculonasal, la photophobie, la conjonctivite. Le tout évolue dans un tableau d'hyperthermie avec une petite toux, avec un petit fibricule, tout ça. Donc, vous allez avoir un syndrome prodromique, donc des signes qui vont un petit peu précéder l'apparition de l'éruption. Donc, c'est un enfant qui va un petit peu pleurnicher, il va avoir un catarrhe, une photophobie, une petite conjonctivite, et le lendemain, il va vous développer cette éruption-là. Donc, généralement, c'est une éruption, elle est descendante, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Le signe aussi caractéristique dans la rougeole, donc je reviens à cette image-là, donc vous voyez bien, donc c'est ça, les yeux qui sont rouges, un petit peu un catarrhe, l'éruption qui va descendre de la tête vers le pied, donc l'érythème il est un petit peu diffus un peu partout, de larges plaques. L'exanthème, l'énanthème, c'est quoi l'énanthème? C'est un signe un petit peu euh, pathognomonique de l'infection type rougeole. Donc l'énanthème, c'est quoi? C'est une rougeur qui va toucher les muqueuses. Donc vous avez l'exanthème qui est une éruption cutanée, donc c'est une rougeur qui va toucher la peau, et l'énanthème, c'est une rougeur qui va toucher les muqueuses. Il y a un signe un petit peu spécifique, c'est le signe de Koplik, c'est l'apparition de petites ponctuations, donc un petit peu comme ça, blanchâtre et entouré d'un halo inflammatoire. Donc sur une peau, cette image, c'est pas très visible, mais c'est des petites ponctuations blanchâtres et entourées d'un halo inflammatoire. Donc elle est un petit peu pathognomonique de
l'éruption type rougeole, mais elle n'est pas toujours présente, je le dis. Donc, les gens, pour poser le diagnostic de la rougeole, si vous arrivez à trouver ce signe-là, donc c'est bien. C'est-à-dire vous pouvez le poser rapidement. Vous avez l'éruption, les signes de Koplik, la fièvre, tout ça. Si le signe de Koplik manque, ça ne veut pas dire que le patient ne fait pas une rougeole. L'éruption, elle est de type macule-papule, maculo-papuleuse. Elle est confluente. Vous voyez bien sur cette image-là. Donc, c'est très diffus, c'est rouge, c'est maculo-papuleux. Elle est descendante en une seule poussée de la tête vers le tronc. Donc, visage derrière les oreilles, puis le tronc et les membres. Ici, par exemple, vous voyez bien l'halo inflammatoire. Il est centré par des petites ponctuations blanchâtres, comme ça. Par exemple, ici. Ça, c'est le signe de Koplik. Sur le plan évolutif, donc la rougeole a évolué en 8 à 10 jours vers la guérison et on peut noter une desquamation fine au niveau de la peau. Quelles sont les complications? Elles sont rares, c'est-à-dire le passage du virus vers la voie systémique qui va engendrer ou bien causer des complications type méningoencéphalite, une pneumopathie ou bien myocardite, ainsi qu'une kératite, c'est-à-dire l'atteinte de la cornée. On passe maintenant à la MNI, la mononucléose infectieuse, qui est une infection aussi fréquente par l'Epstein-Barr virus. Donc, normalement, vous avez déjà vu ça en infectieux. Donc, elle est ubiquitaire dans 90% de la population. L'incubation, elle est de 10 à une dizaine de jours. Elle touche les adolescents, les adultes jeunes, 18 à 24 ans. Elle est caractérisée par une triade aussi. Donc, essayez de garder quelques signes pathognomoniques de chaque virose. Donc, pour celle-là, c'est la triade fièvre, angine, adénopathie cervicale. L'angine, elle est un petit peu particulière. C'est une angine érythématopultacée, parfois pseudo-membraneuse. Ce n'est pas une angine comme toutes les autres angines, non. Elle est érythématopultacée, parfois pseudo-membraneuse, avec des adénopathies. Donc, vous avez un enfant ou bien un adulte, un jeune qui fait de la fièvre, une angine, adénopathie avec une éruption cutanée. Ici, il faut penser à la MNI. Donc, souvent associée à une asthénie prolongée avec une splénomégalie. Donc, ici, par exemple, au niveau de la gorge, donc c'est une angine pseudo-membraneuse, c'est comme des fausses membranes, avec une éruption comme ça généralisée, type donc morbilliforme. Cliniquement, en une semaine, on va voir un rash labile très inconstant, plus souvent morbilliforme, qui touche le tronc, le membre supérieur, avec un œdème des paupières. En quelques jours, on va voir c'est-à-dire la diminution ou la régression des signes, mais l'asthénie post-infectieuse, elle persiste. Rarement, on peut voir des complications type hépatite ou bien méningoencéphalite. Le traitement passe par l'administration des aminopénicillines qui peuvent, quand on traite le malade par les aminopénicillines, on risque un petit peu d'avoir une aggravation de l'éruption. Donc, il ne faut pas conclure rapidement à une allergie. Donc, c'est une réaction tout à fait normale. Donc, quand vous donnez le traitement au début, donc, dès qu'il y a une destruction du germe, il va y avoir une sécrétion un petit peu de sa toxine qui va provoquer une extension un petit peu des cils qui va s'estomper rapidement au bout de quelques jours. Il ne faut pas la confondre avec une allergie parce qu'ici, l'allergie, quand on fait une réaction allergique à un médicament, le signe qui est tout le temps présent, c'est le prurite. Vous allez avoir un prurite féroce. Même si on arrête, donc dès qu'on arrête le traitement, donc la réaction, elle va disparaître. Mais pour la mononucléose, même si on arrête le traitement, ça ne va pas disparaître parce qu'il y a une sécrétion des toxines suite à la destruction du germe. Donc, sur le plan biologique, on a une hyperleucocytose hyperbasophile, syndrome MNI, avec MNI test. La sérologie, on ne la fait pas tout le temps. On passe maintenant à la rubéole. Donc, essayez de faire rougeole et rubéole parce qu'un petit peu, ici, l'éruption, elle est de type maculeuse rose pâle, tandis que dans la rougeole, on avait dit que c'est une infection de type maculo-papuleuse. Et la couleur, c'est du rose un petit peu vif, foncé. Ici, les macules sont un petit peu pâles et séparées par de grands espaces de peau saine. Elle est fugace, qui touche le visage, puis rapidement aussi, elle va s'étendre vers le tronc et les membres. Ça peut toucher aussi les fesses. On note la présence d'adénopathie cervicale avec quelques arthralgies et des myalgies. Donc, donc vous voyez ici, l'érythème, il n'est pas vraiment très important, c'est-à-dire la rougeur, elle n'est pas importante. Et on voit bien qu'il y a de grands espaces de peau
saine, sans atteinte, par exemple ici, par exemple, d'accord? Pas comme dans la rougeole. Sur le plan biologique, on note une lymphocytose avec une plasmocytose. L'évolution en général, elle est rapide, de 6 à 10 jours. Complications très très rares, sauf dans la rubéole congénitale qui peut causer donc cataracte des nouveau-nés. On passe maintenant à l'herpès. L'herpès, comme vous le savez, c'est un virus qui est très très fréquent, donc herpès virus simplex type 1 ou 2. L'incubation, elle est de 5 jours. Normalement, vous connaissez tous l'herpès. La primo-infection se manifeste par des gingivostomatites herpétiques, atteintes génitales, cutanées ou oculaires, c'est-à-dire l'herpès peut se localiser dans n'importe quelle zone du corps. Ça peut toucher donc tout ce qui est muqueuse, ça peut toucher la peau, la région génitale, donc région oculaire. Comme vous le voyez sur cette image, on a une gingivostomatite herpétique. Et ça, c'est des petites lésions érosives au niveau de la langue. Le bouquet herpétique, donc sur la peau, le diagnostic de l'herpès, il est très facile. Vous allez avoir des petites vésicules à contenu trouble qui vont se rassembler en grappes de raisin. D'accord? Donc, comme ça. Donc, le placard un petit peu érythémateux, chaud, un peu douloureux. On note aussi la sensation de cuisson qui va un petit peu caractériser cette herpès-là. C'est quand vous développez par exemple un bouton de fièvre au niveau de votre lèvre. Donc, il y a par exemple 2-3 heures avant, vous avez une sensation de cuisson, de brûlure au niveau de la lèvre. Et 2 jours après, apparition par exemple de bouquet herpétique. Donc, quand vous avez cette sensation de brûlure, c'est à ce moment-là où il faut faire le traitement et appliquer les crèmes type acyclovir ou bien clovirax 5-6 fois par jour pour que ça soit efficace et pour arrêter un petit peu la propagation de l'infection. Sur le plan clinique, on risque d'avoir des angines, donc la localisation quand c'est ORL, on risque d'avoir des angines herpétiques. Les récurrences sont très fréquentes, qui sont causées par des facteurs déclenchants. Quels sont les facteurs déclenchants? Par exemple, on a tout ce qui est exposition au soleil, qui va diminuer un petit peu l'humidité de la peau. Vous avez aussi les gens qui présentent aussi certaines pathologies, telles que les diabétiques, les immunodéprimés, donc les gens qui sont sous traitement immunosuppresseurs, les gens qui sont sous corticothérapie au long cours, donc c'est des gens qui risquent de vous faire des herpès. Donc, il y a aussi le facteur soleil, je le dis, je le redis, donc l'exposition intense au soleil, donc favorise aussi les récidives herpétiques. C'est pour ça que je demande à mes patients de mettre toujours et de se protéger contre le soleil. Il y a un risque de contagion importante. Donc, vous voyez ici, par exemple, un bouquet herpétique au niveau du doigt. On passe maintenant à la varicelle. La varicelle aussi, c'est très fréquent aussi chez les enfants, mais on peut l'avoir aussi chez les adultes. Chez les enfants, donc on va voir une forme qui n'est pas aussi grave comme celle de l'adulte, parce que celle de l'adulte, généralement, il développe une forme profuse et une forme grave, comme cette photo-là. Donc, vous voyez bien que c'est un adulte qui fait de la varicelle. Pourquoi il fait de la varicelle? Parce qu'il n'a pas fait de varicelle quand il était petit. Donc, les gens, quand on fait une varicelle étant petit, on est immunisé en quelque sorte, on ne risque pas de la refaire une deuxième fois, parce qu'elle est auto-immunisante. Tandis que les gens qui n'ont pas fait de varicelle, il faut faire très attention. Quand il a un enfant malade, tout ça, il faut faire attention, il ne faut pas s'approcher trop, parce qu'ici, il va vous faire une forme un petit peu profuse et une forme un peu grave, avec risque d'atteinte neurologique et pulmonaire. Donc, la varicelle, elle est causée par le virus VZV, c'est-à-dire varicelle, virus varicelle zona. L'incubation, elle est de 2 semaines. Elle touche les enfants d'âge scolaire. On risque d'avoir des petits fibricules de 38 jusqu'à 38,5. Sur le plan clinique, donc vous voyez bien sur cette image, ça c'est une forme profuse. Donc c'est des petites macules vite surmontées de vésicules, donc en gouttes de rosée. Et ces vésicules-là sont en tel liquide trouble avec une ombilication au centre. Donc, cette liquide-là, quand il s'assèche, donc ces sérosités-là, quand elles s'assèchent, en 3 jours, ça va donner une croûte avec une tache dépigmentée ou atrophique. Au niveau de la bouche, ou bien au niveau des muqueuses, on risque de faire des érosions
au niveau des muqueuses. La première topographie, c'est surtout le cuir chevelu, tronc et muqueuse, mais ça peut descendre vers le reste du corps, membres et visage. C'est ça l'ombilication au centre. Je reviens donc un petit peu à la description. Donc, c'est des vésicules centrées par une ombilication au centre. Donc, des petites vésicules comme ça, avec une ombilication au centre. Donc, ça, c'est un petit peu typique de l'infection type de varicelle. Donc, ça commence comme ça, puis ça peut s'étendre. On a toujours au niveau chez le même patient, on a beaucoup d'éléments d'âge différents. Donc, vous avez des vésicules larges, vésicules avec ombilication au centre, avec un érythème tout autour. La varicelle, donc, elle s'accompagne en général par un prurite qui n'est pas très féroce, donc c'est pour ça qu'il y a de la contamination. L'évolution, elle est bénigne chez les enfants avec un risque de surinfection, c'est-à-dire les vésicules peuvent se troubler, donner carrément des pustules. Dans les cas extrêmes, on risque de faire une extension avec une septicémie ou bien passage du germe vers le poumon qui risque de donner une pneumopathie variculeuse ou bien une atteinte neurologique qui est aussi très très grave. Donc vous voyez bien l'ombilication au centre de chaque vésicule. Ici par exemple, la varicelle chez un nouveau-né, donc elle est très grave parce qu'il n'a aucune immunité et c'est une urgence. Donc ça c'est les formes profuses chez les adultes. Ça toujours, j'essaie de mettre des photos pour bien élucider mon cours. Donc, c'est toujours des vésicules, mais ici, les vésicules sont troubles, puisque il y a de la surinfection ajoutée. Il faut toujours nettoyer avec des antiseptiques, mettre un antibiotique dans ce cas de figure, parce qu'il y a de la surinfection locale. D'accord? Au niveau des muqueuses, on risque de faire des petites érosions, comme ça. Il ne faut pas confondre ça avec les aftes. Ça, c'est une varicelle profuse chez un nouveau-né, très très grave. On passe maintenant au zona. Le zona, donc l'agent pathogène, c'est toujours le même virus varicelle zona. Normalement, zona, vous le connaissez tous, donc ça se manifeste par un placard érythémateux. Je viens de voir une question pour le syndrome de Rey, c'est une complication neurologique. Il faut juste garder qu'il y a une complication neurologique par le virus varicelle zona qui va vous donner une symptomatologie neurologique, une pathologie neurologique très grave. Donc, il faut juste garder que ce qui m'intéresse, parce que c'est un TD, donc ce qui m'intéresse, c'est savoir poser le diagnostic d'une varicelle ou bien d'un zona. Je ne vais pas vous dire, expliquez-moi le syndrome de Rey, vraiment, ça, c'est il faut garder que le virus peut contaminer la peau et il peut, c'est-à-dire contaminer les autres viscères, surtout chez les adultes. Ça peut donner donc des complications à type de pneumopathie sévère ainsi que une neuropathie sévère causée par ces virus-là. Mais le plus important, parce que c'est un TD, c'est savoir poser le diagnostic. Je passe au zona. Donc pour le zona, l'agent pathogène, c'est le virus varicelle zona. C'est un placard érythémateux. Ok, donc c'est un placard érythémateux. Ça aussi, c'est très important, savoir connaître un zona. Donc le zona, c'est un placard érythémateux comme vous voyez sur cette image-là, parsemé de vésicules en bouquet comme ça, qui flétrissent, qui va donner un dessèchement dans une dizaine de jours avec une cicatrice atrophique. Je tiens à vous informer que les cicatrices causées par zona ou bien varicelle, c'est des cicatrices un petit peu indélébiles. On va la garder pour longtemps, puisque c'est des formes un petit peu creusantes et atrophiantes. D'accord? Cette ombilication centrale, c'est une petite nécrose au centre. C'est pour ça qu'on va garder des petites ponctuations atrophiques au niveau de la peau. Donc, c'est ce qui va donner des cicatrices atrophiques et hypochromes, c'est-à-dire de couleur claire. Le zona peut toucher aussi n'importe quelle zone. En général, c'est unilatéral. C'est rare de voir un zona bilatéral. Donc, c'est unilatéral, caractère métamérique. C'est une douleur très intense qui va précéder un petit peu l'éruption, au coup de poignard. Les territoires divers, vous pouvez avoir un zona au niveau du visage, au niveau du tronc, au niveau de la fesse, même au niveau de la région génitale. La chose qu'il faut savoir aussi, c'est que la localisation à risque, c'est surtout les localisations au niveau de la face, parce qu'ici, il y a un risque de passage vers le sinus caverneux. Il y a un risque, par exemple, quand l'atteinte touche l'œil, il y a un risque fonctionnel, donc
c'est-à-dire l'atteinte oculaire. C'est pour ça que c'est une urgence, là où on doit mettre le traitement par voie intraveineuse à très forte dose. Donc, quand vous voyez un patient qui fait un zona de ce type-là, au niveau de l'hémiphase, qui va toucher l'œil, ou bien ici, donc qui va toucher les narines, tout ça, avec un risque de passage vers les sinus, avec des complications thromboemboliques au niveau du cerveau, à ce moment-là, on est obligé de faire un traitement par voie intraveineuse à forte dose. Je le dis, je le redis. Donc, la douleur radiculaire est très importante. On peut voir différents types de douleurs, soit des douleurs intenses, soit une sensation de brûlure, une sensation de cuisson, mais vraiment ça brûle et ça fait très très mal. Ici, donc, vous voyez, on a essayé d'agrandir l'image. C'est des petites vésicules qui vont aussi apparaître sur un dermatome particulier. Ici, carrément, on voit bien qu'il y a quelques plages de nécrose. Il y a des gens aussi qui peuvent mettre de la phytothérapie, qui peuvent modifier aussi l'aspect de la lésion élémentaire. Parce que nous, on essaye de chercher cette lésion élémentaire pour poser le diagnostic. Mais quand le malade vous dise ça fait mal, j'ai une sensation de douleur et de cuisson et 2 jours après apparition de ces vésicules-là, donc le diagnostic est simple. Donc, on peut voir carrément un zona scapulaire comme ça qui va toucher donc l'hémithorax. Donc, juste une atteinte unilatérale. Les territoires divers sont atteints. Donc, les territoires intercostales, lombaires, en demi-ceinture. Donc, les ganglions aussi crâniens, c'est-à-dire le zona de la face ophtalmique. Ça, c'est très fréquent, mais c'est des localisations graves. Il faut traiter rapidement pour essayer de ne pas perdre l'œil, carrément la fonction de l'œil. C'est-à-dire quand on ne traite pas une zone ophtalmique, on va aboutir à une cécité parce que c'est des lésions atrophiantes. Donc, vous voyez ici aussi, donc c'est un zona aussi. Ça, c'est des images qui vont illustrer un petit peu l'aspect du zona. Donc, vous pouvez voir ça d'un placard érythémateux avec des petites vésicules ou bien carrément des plages de nécrose. Maintenant, on passe au molluscum contagiosum. Le molluscum contagiosum, vous le connaissez tous, donc causé par le poxvirus. C'est très fréquent chez les enfants. Donc, la contamination, elle est interhumaine avec risque d'auto-inoculation par grattage parce que c'est des infections généralement prurigineuses. Donc, l'enfant, il se gratte, donc il va contaminer une autre zone. Il risque aussi de contaminer ses camarades, caractérisés par des papules un petit peu hémisphériques, translucides rosés avec une ombilication centrale. Mais ici, c'est comme ça. Donc, c'est une forme de virose cutanée. Le traitement ici, c'est quoi? C'est le curetage. Donc, on curte ces lésions-là. C'est une virose un petit peu qui touche les enfants. C'est très fréquent. Au moment où vous avez fait ce genre d'infection quand vous étiez petit, donc tendance à la régression spontanée après vraiment une longue période, mais pour le traitement, soit on va faire un curetage, curette, on curte avec la curette, c'est-à-dire on essaie d'enlever le matériel qui se trouve au niveau de cette vésicule-là. C'est comme on dirait que c'est des grains de couscous à l'intérieur de chaque vésicule, c'est ça le matériel viral, et on nettoie avec un antiseptique. Sinon, on peut faire de la cryothérapie ou bien l'azote liquide, on va essayer de détruire ces lésions-là par le froid. Donc, j'ai dit bien, le traitement, c'est la curette ou bien la cryothérapie. Injection de forte dose intraveineuse de Hakima. Alors, quand on a par exemple un zona au niveau de l'œil, ou bien au niveau de l'hémiphase, ou bien un zona étendu, plutôt une varicelle étendue, parce que le traitement du zona et de la varicelle, c'est le même traitement. Je dis bien pour les formes varicelles profuses, on traite par l'aciclovir à forte dose. D'accord? Ça, c'est pour le traitement par voie intraveineuse. Même chose pour le traitement du zona ophtalmique. Aussi, on traite le malade par l'aciclovir ou le clovirax. Donc, l'aciclovir, c'est le seul traitement antiviral disponible chez nous. Je dis bien pour les infections type zona ou bien varicelle. Donc, c'est le même traitement. Zona de localisation. Donc, le zona de localisation de l'hémiphase, on est obligé de traiter par l'aciclovir.
Alors, on va reprendre parce qu'il y a un petit truc. Est-ce que vous êtes là toujours parce que pour continuer? Parce que ça se coupe après 40 minutes. Vous êtes là? Vous m'entendez? Très bien. Donc, je dis bien, traitement c'est la cyclovir par voie intraveineuse à forte dose, au moins pendant une dizaine de jours. Alors, nettoyez toujours avec un antiseptique asséchant type éosine. Alors, le malade, il va se plaindre par exemple de douleur, vous pouvez donner un antalgique. Et quand il se plaint par exemple de prurite, vous pouvez donner un antihistaminique. Éviter les corticoïdes, les anti-inflammatoires ou l'indication d'antibiotiques à tort et à travers. Euh, Quand le zona est localisé dans une région qui n'est pas vraiment à risque, on traite juste par voie locale et on peut donner juste quelques vitamines pour booster un petit peu l'immunité de la personne et on donne des antalgiques forts. Parce qu'en matière de zona, c'est la douleur post-zostérienne qui peut persister et qui peut poser problème avec le patient parce que, surtout chez les personnes vieilles, donc c'est des gens qui vont garder une douleur de 6 mois jusqu'à 1 an. Et à ce moment-là, vous allez commencer le traitement par des antalgiques faibles. On commence toujours par le Doliprane. Par la suite, j'augmente par palier. Je rajoute. Si au bout de, par exemple, une dizaine de jours, il revient me voir, il me dit voilà, la douleur n'est pas partie, à ce moment-là, je rajoute toujours du Doliprane codéiné. Ou puis, arriver jusqu'à l'extrême, donner carrément du tramadol, du xamadol ou bien du Lyrica. Ça, c'est pour les douleurs, ou carrément du Tegretol, parce que pour les douleurs post-ostériennes, elles sont insupportables. Vraiment, c'est très, très handicapant pour le patient. Sinon, c'est le traitement par voie locale pour les personnes jeunes, nettoyer avec un antiseptique, mettre un traitement antiviral par voie locale parce que la cyclovir existe sous forme de crème. Et après, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut donner, j'ai dit bien, des antihistaminiques quand le malade se plaint de prurite pour tout ce qui est varicelle, c'est tout, hein. Donc le traitement est simple. Donc pour tout ce qui est comme molluscum, on vient de le faire. Ça, c'est tout ce qui est verrues. Normalement, vous connaissez tous les verrues qui peuvent prendre un aspect filiforme comme sur cette image-là, ou bien un aspect comme ça en plage, en myrmicie. Donc, les verrues sont causées par l'HPV, le Human Papillomavirus. Donc, vous avez plusieurs types de papillomavirus. Le papillomavirus, quand ça touche la peau, donc c'est pas aussi grave, mais quand ça touche la région génitale, qui va causer les condylents vénériens, surtout chez la femme, si on tombe sur cette touche le 16-18, donc c'est une forme cancérigène. Il faut bien traiter, il faut vérifier le malade et vérifier surtout le couple. Donc, les atteintes virales ici, donc sur la peau, ça va causer des verrues. Donc, pour les verrues profondes, donc là, nous n'avons pas le cours en entier sur le site. Alors, ça, c'est un plus, c'est tout. Parce que j'avais enlevé une partie, normalement, c'est la dernière chose. Je vous rajoute juste les verrues parce que c'est très fréquent. Vous pouvez suivre, prendre note, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai dit bien donc, le papillomavirus. Il y en a plusieurs types, 70 types. Le plus oncogène, c'est le 16-18. Ici, on va voir juste tout ce qui touche la peau. Donc, responsable de ce genre de lésions. Les verrues. Les verrues, normalement, vous connaissez tous ce que c'est les verrues. Donc, vous avez des verrues profondes, par exemple, comme cette. Ça, c'est la plante du pied. Ou bien les verrues superficielles. Au niveau du visage, en général, et ici, par exemple, au niveau des doigts. Donc, le traitement, c'est des verrues communes. On les appelle les verrues vulgaires. Voilà, ça aussi. Donc, le traitement, c'est quoi? C'est la cryothérapie, l'utilisation d'azote liquide, ou bien l'utilisation aussi de
électrocoagulation, c'est-à-dire on va les brûler par de la chaleur, ou bien les traitements coricides, virucides par des crèmes. Normalement, ça aussi c'est un autre aspect de verrue très étendu au niveau de la main. Il faut savoir que c'est des lésions qui sont contagieuses, très contagieuses, faire très attention. Quand vous voyez ce genre de lésions, il faut les traiter rapidement parce qu'une lésion peut vous donner une dizaine, voire une vingtaine d'autres lésions. C'est ça au niveau du visage. L'aspect des verrues ne va pas prendre cet aspect un petit peu verruqueux, rugueux au niveau de la surface, mais plutôt un aspect plane, comme ça, sur la deuxième image. Donc, vous voyez, on dirait que c'est des lésions planes, mais de couleur un petit peu brun chamois. Donc, il faut bien les visualiser. Il faut mettre le malade sous une source de lumière pour les voir et pour les traiter aussi. Donc, je dis bien que sur le visage, on ne peut pas utiliser ni azote liquide, ni c'est-à-dire cryothérapie, mais on doit juste les brûler avec la pince électrique ou bien l'électrocoagulation. Parce que l'utilisation d'azote liquide au niveau du visage risque de vous laisser des cicatrices, que ce soit hyperpigmentées ou hypopigmentées. D'accord? Donc, au niveau du visage, vous allez utiliser l'électrocoagulation. Au niveau du reste du corps, vous pouvez utiliser des crèmes coricides, virucides, de l'électrocoagulation ou bien de la cryothérapie. D'accord? Ça, c'est aussi au niveau du visage, vous voyez, donc l'aspect, vraiment, ça, c'est très étendu. Donc, il y a plein de lésions. Donc, devant une personne aussi qui fait une virose de ce type, c'est-à-dire des verrues comme ça planes au niveau du visage ou bien ailleurs, et c'est très étendu, on doit toujours rechercher, faire une sérologie chez le patient. Quel type de sérologie? Surtout, j'insiste sur le VIH. Ça, c'est aussi des verrues qui touchent un petit peu les doigts. Vous voyez, donc cette zone-là, péri-inguéale, c'est une zone très difficile à traiter. Ça, c'est une zone qui est très, très douloureuse à traiter. Quand on met de l'azote liquide ici, donc ça fait très, très mal parce que l'azote liquide, il faut le maintenir pendant au moins 30 secondes appliqué sur la lésion. Ça, c'est au niveau de la bouche aussi. Ça va donner ce genre de lésion aussi. On peut voir aussi une atteinte des muqueuses buccales ou bien génitales. Et je m'arrête ici, donc on ne va pas faire le reste. Est-ce que c'était clair? C'était pas trop vite, ça va? Vous pouvez répondre, oui, c'est bon. Donc, très bien. Donc, on se donne très bien. Je vous donne rendez-vous normalement demain. Vous pouvez préparer vos questions, il n'y a aucun problème. On va essayer à la fin de mes séances de faire 10 minutes. Est-ce que maintenant vous avez des questions sur les deux cours qu'on vient de présenter ou non? Si vous avez des questions à me poser. Alors, pour les cours de demain, on va faire encore 2 autres cours. Donc, rendez-vous à 9h30 pour faire 2 cours. Et normalement, dimanche, on va terminer les 2 autres cours. Si vous n'êtes pas trop fatigué demain, on peut continuer les autres cours. OK? Donc, je vous souhaite bon courage et puis à demain, Inch'Allah. Au revoir.